Salut les abonnés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler des berlines monospace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les SUV, on en a toutes les sauces. Des SUV urbains, le Nissan Juke, des SUV compacts, le Kadjar, des SUV coupés comme ce magnifique Rafale. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était la mode des monospaces il y a 20 ans. Et c'était pareil, on avait de tout. Des mini-spaces, des compacts spaces, des monospaces et même des coupés spaces comme l'Avantime. Mais il y avait aussi une mode, les berlines monospace. En fait, c'est comme si on mélangeait une Scénic et une K107. Donc oui, c'est un petit peu... c'est pas un mélange qui va rencontrer un énorme succès, et on va voir ça tout de suite. Dans les années 80, Renault sort les monospaces avec le Renault Espace. Ils sortent les mini-spaces avec la Twingo en 93. Et en 96, ils sortent le Renault Scénic, le Compact Space. En 2001, ils sortent l'Avantime, le Coupé Space. Et en 2002, ils vont sortir une berline monospace. Et oui, c'est bien la Renault Velsatis. Mais à ce moment-là, dans les années 2000, en fait, les berlines routières, elles commencent un petit peu à moins se vendre par rapport aux années 80. La Safran s'était vendue à 310 000 exemplaires entre 92 et 2002. Et en fait, Renault, il voulait reconquérir une nouvelle clientèle. Et c'est vrai que ils se sont dit, on peut pas concurrencer les Allemands. Et on va prendre un secteur populaire, c'est-à-dire les monospaces. Donc on va mélanger une berline et un monospace. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc ils vont mélanger une berline et un monospace. Et voici la Renault Vestatis. Et oui, la Vestatis c'est une voiture très très haute. Elle fait 1,60 m. Elle est considérée comme une berline monospace. Elle a un capot très très court. Mais malheureusement, ce sera un flop. Elle se vendra à 60 000 exemplaires entre 2002 et 2008. Mais je pense savoir pourquoi elle a floppé. Déjà, son prix était très 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 bien élevé pour l'époque. En moyenne, une berline routière c'était 30 000 euros, toutes marques confondues, tout pays confondu, et elle sortait à 30 600 euros, ce qui est énorme pour une voiture française, même si c'est une voiture de luxe. En termes de fiabilité, ça sera pas terrible. La qualité de fabrication sera abominable, mais ça reste une bonne voiture. Et vraiment, c'est un futur collector. Il faut vraiment foncer sur cette voiture, mais c'est vrai que elle a quand même bien floppé, mais j'adore cette voiture. Elle est vraiment très très sympa, elle est spacieuse, confortable, et elle est vraiment en avance sur son temps. Bon, au départ, quand j'étais petit, je l'aimais pas parce que, oui, je voyais qu'elle avait un truc de original, mais à l'époque, les voitures originales, j'aimais pas tellement. Bon, ça a bien changé aujourd'hui, mais bon, c'est une bonne voiture, je vous la conseille. Et oui, la V6 ça a vraiment inspiré beaucoup de voitures de son époque. Voici la Seat Toledo de troisième génération. Donc elle sortira 2 ans après la V6 en 2004. Bon, c'est une berline monospace qui est sur le format, sur la base d'une Seat Altea. Donc c'est le compact space de la marque Seat de l'époque où le Seat Toledo va apparaître. Donc cette voiture est sur une base de Golf 5, un petit peu allongée. Bon, cette Seat Leto 3, elle est vraiment bien placée niveau prix. Bon, ses prix sont entre 17 750 euros et 24 000 euros, ce qui est raisonnable par rapport aux 30 600 euros de la Vestatis. Il y a quand même 12 000 euros de moins que la Vestatis, donc cette voiture aurait dû rencontrer un succès. Mais je pense que les raisons sont flop, c'est qu'elle avait un design un petit peu pâteau et un petit peu original qui n'a pas correspondu à nos besoins en France. Entre 2004 et 2009, la Seat Toledo 3 s'écoulera à 50 000 exemplaires. Et oui, c'est moins que la Renault V6, c'est 10 000 exemplaires de moins. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est une excellente auto. Ma tante possède une depuis 2018 et elle a 310 000 bornes. J'en ai réalisé l'essai. C'est vraiment une excellente auto. Il faut vraiment en acheter une. C'est une voiture très très fiable, très confortable. La qualité de fabrication est très très robuste. Elle tient bien dans le temps. Et vraiment, faut vraiment l'acheter cette voiture. Je vous laisse visionner l'essai qui est sur ma chaîne Auto Original Avantime. Et oui, le Pelsignum est considéré comme une berline monospace. Bon, pour moi, c'est pas vraiment une berline monospace. Pour moi, une berline, c'est déjà le cul qui ressort. C'est une voiture assez longue. Et quand c'est un monospace, c'est assez haut. Bon, là, il n'y a pas le cul qui ressort, c'est ni haut. Pour moi, c'est plus une berline compacte avec un aspect break. Mais pour moi, c'est pas une berline monospace. Mais bon, on la considère comme une berline monospace, donc je vais en parler.
Donc entre 2003 et 2008, elle se vendra à 97 895 exemplaires dans le monde entier. Bon, c'est pas un grand succès, ça je vous l'accorde. Et après, la voiture ne se vendra pas, mais je pense savoir pourquoi. C'est une voiture qui n'a pas conquis un grand succès parce que je pense que la voiture elle coûtait cher quand même assez à l'époque. Le... Les prix démarraient à 25 000 euros. Elle a été proposée entre 25 000 euros et 37 800 euros. Je trouve ça plutôt cher. Et même la qualité de fabrication n'était pas optimale. Et c'est vrai que c'est pas une voiture, comment dire, tellement fiable qu'on peut croire. Pourtant, c'est dommage, hein, parce qu'Opel, dans les années 2000, il faisait vraiment beaucoup de bons modèles, des bons produits. Il y avait le Meriva, la Safira, l'Astra, la Corsa. Mais c'est vrai que c'est pas. La Signum, elle a pas été. Elle n'a pas plu aux yeux du public. Après, je peux comprendre, mais c'est dommage pour cette voiture. Est-ce que je vous conseille d'acheter cette voiture? Bon, après, j'aime bien cette voiture, mais c'est vraiment une voiture ça en plus, c'est pas une voiture passion. Est-ce que je vous conseille d'acheter cette voiture? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a quand même mieux. Si je vous parle de la Fiat Chroma, vous allez penser à tout de suite la berline routière des années 80 qui a été un immense succès. Eh bah oui, la Fiat Chroma de deuxième génération va arriver en 2005. Et oui, c'est vrai qu'on en voit vraiment très peu sur nos routes, hein. Ça a été vraiment un flop. Mais c'est une berline monospace. C'est une voiture très sympa. Elle est très fiable. Elle est très robuste. Et c'est vrai que on ressent tout de suite le côté monospace avec les barres de toit, sa hauteur, son capot plongeant. Mais c'est vrai que pour moi, dans la rue, quand je la voyais quand j'étais plus petit, je la considérais pas comme une berline monospace, mais plus comme un break. Mais finalement, oui, oui c'est une berline monospace. Et c'est vraiment une excellente auto qui se montre spacieuse, confortable, qui dure dans le temps. La qualité de fabrication est vraiment qui dure vraiment dans le temps. La voiture est bien équipée. Elle est vraiment spacieuse, elle est modulable. Il y a plein de rangements. Mais cette voiture ne se vendra pas beaucoup. Je n'ai pas le score exact de vente. Mais en tout cas, les prix débutaient à 20 000 euros, ce qui est vraiment raisonnable pour l'époque. Parce qu'en moyenne, une voiture c'était 30 000 euros. Bon, je vous rappelle, la V7 c'était 30 600 euros. Là, on a 10 000 euros de moins. Ça vaut le coup. Est-ce que je vous conseille d'acheter cette voiture? Oui, je vous conseille d'acheter cette voiture. C'est une voiture très sympa qui va vraiment correspondre aux besoins d'une famille en 2025. Tiens, la Toyota Prius. Et non, c'est la Honda Insight. Bon, quand je vous dis ça, Insight, vous allez penser au coupé de 1997 électrique. Eh bah non, c'est une berline routière. Bon, elle n'est pas considérée comme une berline monospace, mais je trouve qu'elle a des airs de monospace et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà son design est un petit peu, comment dire, inspiré de la Prius, mais c'est vrai que c'est une voiture qui se montre très spacieuse, très modulable. Elle a un capot plongeant comme les monospaces, un long pare-brise. Elle est plutôt haute, elle fait 1,55 m, donc ce qui est plutôt pas mal pour une berline. En moyenne, une berline, ça fait 1,45 m. Donc là, elle fait 10 cm de plus. Et je trouve qu'elle a quand même beaucoup de surface vitrée. Elle est très lumineuse. Et moi, quand je la vois comme ça, elle me fait penser à la C4 Coupé ou la Honda CRZ de 2010, de la même époque. Bon, c'est une voiture qui se montre très spacieuse. Elle est très robuste. Bon, ça c'est comme toutes les Honda, les voitures japonaises de toute façon. Mais malheureusement, cette voiture ne connaîtra pas un immense succès. Et oui, déjà que la marque Honda n'est pas assez représentée sur notre marché français, même notre marché européen, bah cette Honda i7 ne connaîtra pas un grand succès. Elle se vendra à 20 000 exemplaires, ce qui est vraiment très peu en France. Bon, franchement, c'est à peine 2 fois mieux qu'un Avantime. Bon, voilà, je vous laisse juger. Donc c'est vraiment un flop. Mais pour moi, ça reste une excellente auto. Je vous conseille de l'acheter. C'est vraiment très sympa. Mais bon, il faut vraiment être patient pour l'avoir, hein, parce que sur le bon coin, il y en a vraiment très peu. Et elle se trouve quand même chère, mais bon, les japonaises, généralement, elles se trouvent plutôt chères.
Justement, en parlant de prix, elle débutait à 20 000 euros, ce qui est vraiment raisonnable pour 2010, surtout qu'en moyenne, une berline routière coûtait 30 000 euros. Est-ce que le secteur des berlines monospace a marché? Bah, de toute évidence, non, ça n'a pas marché. Vraiment, ça a été un flop. La V7 a été un flop, la Seat Toledo 3 a été un flop, Opel Signum a été un flop, la Fiat Chroma a été un flop, et la Hyundai Sat a été un flop. Mais qui les remplace, les berlines monospace? Eh bah, c'est bien les SUV coupés avec ce BMW X6. Et bah oui, c'est lui en 2008 qui va lancer la mode des SUV coupés. Et aujourd'hui, les SUV coupés, on en a dans à peu près toutes les gammes. Chez Renault, on a l'Arcana, le Rafale. Chez Peugeot, on a la 408. Chez Citroën, bah, on a la C5X. Chez DS, on a la DS numéro 8. Et chez les Allemands, bah, on a le BMW X6, la Mercedes AMG, si je dis pas de bêtises. C'est ça son nom? Je ne sais plus en tout cas. Après, on a le Cayenne, on a la Smart HTF 8. Est-ce que ça rencontre un succès les SUV coupés? J'en suis pas persuadé. Mais en tout cas, ça se vend mieux que les berlines monospace. C'est vraiment dommage que les berlines monospace ont échoué parce que c'est vraiment des bonnes voitures. C'est vraiment des voitures vraiment très intelligentes de conception. Et c'est mieux que nos SUV, pas spécialement SUV coupés actuels, hein, mais c'est tous les SUV en général. Et c'est bien dommage. Bon, cette vidéo s'achève ici. Je vous dis à très très bientôt. Excusez-moi pour la caméra. J'avoue que la caméra elle commence à partir un petit peu dans tous les sens. Parfois elle part en haut comme ça facilement. J'en suis désolé. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Likez la vidéo, commentez et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.